Droit de cité sur Lyon Première, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Lawari Hadi. Lawari Hadi, bonjour. Bonjour. Et selon le principe de l'émission, l'Université de Lyon 2 en sciences politiques nous prête 2 étudiants qui vont m'aider à cuisiner Monsieur Hadi. C'est justement un autre Hadi. Hadi, bonjour. Bonjour. Et Clément, bonjour. Bonjour. Lawari Hadi, vous êtes professeur à l'IEP de Lyon, vous travaillez sur le monde arabe, vous êtes vous-même né à Oran, et on peut dire que l'actualité internationale est particulièrement fournie pour vous en ce moment. Elle est un peu complexe pour nous parfois, et vous allez nous aider à la décrypter aujourd'hui. Lawari Hadi, est-ce que vous prévoyez tout ce qui arrive aujourd'hui? Alors, personne ne prévoyait ce qui arrive aujourd'hui. Mais on savait que ce sont des régimes autoritaires qui s'étaient coupés de leur population et qui étaient gangrénés par la corruption. Nous savions, en tous les cas les universitaires savaient que c'est des régimes qui n'ont pas d'avenir, mais qui ont encore les ressources pour durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, surtout que l'Occident les soutenait. Et donc ils avaient un peu de marge. Mais là, l'histoire les a rattrapés. Et ils sont en train de tomber comme des pommes mûres. Clément. Alors l'immolation par le feu le 17 septembre dernier de Mohamed Bouazizi marque le début des révoltes en Tunisie. Pourtant en janvier 2010, un chômeur algérien s'était aussi immolé devant le Parlement pour réclamer un emploi et un logement. Et à cette époque, rien ne s'était spécialement passé. Alors en quoi la situation est-elle différente aujourd'hui comparée à 2010 ? Alors, il faut dire que l'Algérie est différente, comme n'importe quel pays est différent, même la Tunisie est différente de l'Égypte, etc. Et la particularité de l'Algérie, c'est que le régime, le Bouteflika, ne représente pas le régime. C'est-à-dire que le président Bouteflika n'est pas le régime. Ben Ali en Tunisie ou Moubarak en Égypte, c'est vraiment le régime, tandis que Bouteflika n'est qu'un président qui n'a pas de pouvoir, il a un pouvoir formel. Ce qui est le pilier du régime, c'est l'armée, et donc l'Algérie a déjà connu, si vous voulez, des émeutes en octobre 88, qui sont un peu similaires à ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte. Il y a eu 500 morts, et l'armée a accepté l'ouverture du champ politique, la fin du parti unique, l'autorisation des partis politiques, la liberté de la presse, etc. Sauf que cette liberté de la presse ne s'exerce que contre le gouvernement et le président, qui n'ont pas d'autorité politique, mais pas contre l'armée. Mais vous voulez dire que si cette immolation avait eu lieu en janvier 2010 en Tunisie, il y aurait pu avoir le même mouvement, un an plus tôt? Non, je dis que aujourd'hui, en Algérie, une immolation, une émeute, ce n'est pas nouveau, ça ne frappe pas l'imagination. Vous savez qu'il y a tous les jours, depuis 7-8 ans, tous les jours des émeutes dans des localités, dans des villages en Algérie qui sont réprimés. Mais le pays est, mais si ça ne se déclenche pas au niveau national, je pense, c'est mon explication, c'est parce que premièrement, il y a eu une décennie où il y a eu 200 000 morts et les gens sont un peu effrayés de retomber dans cette répression à grande échelle. Et deuxièmement, ils savent que cette fois-ci la tâche sera plus difficile. C'est l'armée qu'il faudrait faire retirer du champ politique. Mais ceci dit, ces régimes ont atteint leurs limites et la contagion va atteindre l'Algérie. Maintenant, quand et comment, on n'en sait rien. Alors dans les différentes mobilisations qui ont eu lieu, on a beaucoup parlé dans les médias d'une révolution 2.0 et du rôle des réseaux sociaux dans ces mobilisations. Pourtant, tous les habitants n'ont pas forcément accès à Internet ou Facebook. Alors ne doit-on pas nuancer un peu le rôle réel des réseaux sociaux dans ces mobilisations? Et de manière plus générale, le rôle de la jeunesse a-t-il été aussi essentiel que les médias l'ont relayé en France? Alors, les réseaux sociaux ont joué, mais ils n'ont pas été déterminants. Ils ont joué comme ont joué un rôle aussi les télévisions satellitaires. Comme ont joué un rôle aussi, il ne faut pas oublier que ça fait... Comment ça, les télévisions satellitaires? C'est-à-dire CNN, H24, France 24, Al Jazeera, Arabia, etc. Et maintenant, si vous voulez, un régime autoritaire
sa ressource la plus importante, c'est l'information. À partir du moment où il ne maîtrise pas l'information, le régime autoritaire est en danger. Et ce qui s'est passé avec l'information, plus la multiplication des ONG de droits humains, aussi bien dans ces pays qu'en Occident, eh bien, le régime autoritaire n'a plus, c'est ça le grand tournant, il n'a plus les moyens de réprimer comme il y a 10 ans. D'accord. Le mouvement a-t-il fait émerger des leaders qui auraient encadré l'ensemble des mobilisations, voire qui l'auraient instrumentalisé à des fins politiques, et ou étions-nous au contraire dans une dynamique réellement populaire et spontanée? En tous les cas, pour l'Égypte et pour la Tunisie, on voit très bien que c'est populaire et spontané. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition qui préexistait, qui profite pour prendre plus de pouvoir? Ces régimes-là n'acceptaient pas l'opposition qui ne leur était pas loyale. Il n'y avait pas d'opposition réelle, ni en Algérie, ni en Égypte, ni en... Pourtant, ce sont des systèmes qui sont formellement pluralistes. Oui. Mais il faut savoir que, par exemple... C'est-à-dire qu'il y a des élections et que les gens peuvent se présenter. On vous autorise à vous présenter aux élections, mais on vous interdit de prendre le pouvoir par les élections. C'est-à-dire, et même la population, les électeurs, la population a eu le droit de voter, mais elle n'a pas eu le droit de voter pour l'opposition. Elle n'a le droit de voter que pour le régime en place, que pour le parti du pouvoir. Et c'est pour ça que les urnes sont truquées à large échelle. Vous voulez dire que c'est une façade? Ah oui, la démocratie est une façade en Algérie, en Égypte, en Tunisie, etc. Laouari a dit merci, on se marque une pause et on se retrouve tout de suite sur Lyon Première. Droit de cité sur Lyon Première, nous sommes de retour avec Laouari Hadi, qui est professeur à l'IEP de Lyon 2 et spécialiste des questions de l'Algérie et des régimes concomitants. Cette question est aussi liée à la question de l'islamisme et du rôle que l'islamisme joue dans ces pays. Hadi. On a pu voir dans les médias s'affronter deux discours, l'un porté notamment par Olivier Roy, qui est professeur et directeur du programme méditerranéen de l'Institut universitaire européen de Florence, qui lui analysait ça comme l'échec de l'islamisme, comme des islamistes qui n'auraient pas su porter le mouvement. Et à l'inverse, on a pu voir des analyses régionales, notamment en Égypte, qui mettaient le doigt notamment sur ces islamistes qui sont, je pense aux frères musulmans, qui semblent avoir gagné une place politique qui n'a jamais été atteinte auparavant. Alors, où est-ce qu'elle est la vérité? La vérité est dans les deux ou entre les deux. D'abord, il faut analyser le mouvement islamiste. Le mouvement islamiste n'est pas homogène, n'est pas unique. Il est traversé par différents courants. Premièrement. Et deuxièmement, et ça c'est très important. Vous voulez dire entre les sunnites, les chiites ou... Non. C'est quoi les courants qui traversent l'islamisme? Il y a des courants modérés, il y a des courants violents, il y a des courants qui pensent pouvoir islamiser la société par la démocratie, d'autres qui pensent démocratiser l'islam, d'autres qui pensent islamiser la démocratie. Il y a des courants très divers, très différents, et d'ailleurs des organisations et des partis, mais seulement ils sont interdits pour la plupart. Alors, il y a un courant très violent, intégriste, qui veut revenir à la charia, mais c'est un courant minoritaire, y compris dans le mouvement islamiste. Oui. La charia? La charia, c'est le droit musulman. Le droit musulman intégral qui a existé au 8e siècle. Et donc, est-ce que vous pensez que ce mouvement-là, c'est quelque chose qui sert l'islamisme, qui est dont les islamistes sont à l'origine, une partie des islamistes sont à l'origine, ou ils ont été dépassés, ils sont eux-mêmes surpris? Non, la deuxième chose que je voulais dire après avoir signalé que c'est un mouvement qui est traversé par différents courants, c'est que c'est un mouvement qui n'est fort que dans l'opposition. Et c'est un mouvement qui n'a pas un projet de gouvernement viable. Et donc, au contact de la vie politique, je pense qu'il se divisera, il s'affaiblira. Il est très fort dans l'opposition, c'est un mouvement populiste, protestataire, et je ne crois pas, mais bon, on verra, je ne crois pas qu'il a un avenir dans ces pays. Ce sera, enfin, un avenir politique dans ces pays. Ce sera des partis qui auront entre 10 et 25% de représentants à l'Assemblée nationale, mais ils n'auront jamais les 51% que craignent des classes moyennes dans ces pays. Et vous voulez dire qu'il n'a pas un réel poids dans la population? Vous pensez, vous, que les populations arabes sont pour une sécularisation du politique, une séparation du religieux et du politique, qu'il n'y a pas un véritable poids islamique dans la population? Non, il y a un certain poids du conservatisme religieux.
il ne faut pas oublier que ce sont des sociétés qui étaient il y a 50 ans dominées par la colonisation et qui étaient à prédominance rurale. Et donc ce sont des sociétés qui sont traversées par les contradictions de l'économie monétaire, de l'urbanisation, l'exode rural, et elles sont en train de se séculariser à leur manière. Et donc ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est d'analyser ce mouvement avec la catégorie les catégories occidentales de la sécularisation et notamment de la laïcité française. La sécularisation est inéluctable, elle se fait à leur manière. Mais elle ne sera jamais sous forme de laïcité à la française. Parce que la laïcité à la française est purement française et elle peut pas être anglaise, elle peut pas être américaine ou allemande. Et chaque pays a sa propre histoire de séparation, ou ses propres moyens de séparation du religieux et du politique. Mais je dis dans la modernité, et ces pays-là sont, qu'on le veuille ou non, dans la modernité, et donc ils trouveront leurs moyens de séparer le politique du religieux. C'est inéluctable. Et ça ne peut pas être un retour vers plus de religieux, ces mouvements. C'est impossible, c'est pas l'islamisme n'est pas l'expression, et ça tous les spécialistes de l'islamisme, dont Olivier Roy, Gilles Kepel, Burga, pour ne citer que des Français, tous les spécialistes disent que l'islamisme n'est pas le retour au Moyen-Âge. L'islamisme est le produit contradictoire de la modernité. Et donc, la vision qu'on a d'un islamisme triomphant, ça, en Occident, est une vision erronée ou pessimiste à l'extrême? C'est une vision erronée dans la mesure où, en Occident, l'Occident est passé déjà par ces luttes religieuses et ces luttes pour imposer la liberté de conscience. Et l'Occident ne veut pas ou ne souhaite pas qu'on revienne là-dessus, et notamment pour les pays voisins, comme les pays arabes, qui sont après tout voisins. Et il y a une méconnaissance de la réalité politique dans ces pays. L'Occident analyse ces pays à partir de ses intérêts immédiats et de ses craintes immédiates. Adi. Et est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les urbains et les ruraux? On a vu beaucoup dans ces manifestations, dans cette révolution, un poids beaucoup des villes, des grandes villes, notamment je pense au Caire, à l'Égypte, avec une polarisation sur le Caire. Est-ce qu'on n'a pas une opposition est-ce que le mouvement est global? Et notamment le poids de l'islamisme, est-ce qu'il est le même dans les villes que dans les campagnes? Alors il faut savoir, et ça c'est peut-être un paradoxe, que le mouvement islamiste est plus ancré dans les villes que dans les campagnes. Les campagnes sont sont encore attachées à l'islam traditionnel que à l'islamisme. L'islamisme est vraiment le produit des frustrations de la vie urbaine, surtout des jeunes chômeurs et des jeunes laissés pour compte. Lawari a dit merci pour ces explications. On marque une pause. On se retrouve sur Lyon Première dans Droit de Cité dans un instant. Droit de Cité, nous sommes de retour sur Lyon Première. Nous sommes toujours avec Lawari Hadi, qui est professeur à l'IEP de Lyon 2 et qui est spécialiste des questions de l'Algérie, puisqu'il a écrit plusieurs ouvrages et des articles sur ces questions. L'aspect que nous voudrions aborder maintenant avec vous, Monsieur Hadi, c'est la question du rapport de la gestion de ces mouvements de révolte et de révolution dans le Maghreb par l'Occident, et notamment à la fois les espoirs, mais en même temps, on l'a vu assez vite, les craintes émerger vis-à-vis de cela. Clément. Alors malgré quelques premières hésitations, on a vu un Barack Obama qui était soucieux d'être du bon côté de l'histoire. Alors comment expliquer que ce n'était pas le cas de la France, qui est restée silencieuse pendant un long moment? Bon, la France est restée silencieuse, enfin la France officielle, l'Élysée ou le gouvernement, parce que la France a des relations particulières avec le Maghreb, et quand la France parle,
eh bien, c'est ou les uns ou les autres qui parlent d'ingérence, de colonialisme, etc., etc. Il me semble que les Américains ou les Anglais ou les Allemands ont les mains plus libres pour parler du Maghreb lorsqu'il y a une Vous crise. pensez que la question coloniale n'est pas soldée entre la France et la Tunisie, Non, le Maroc? la mémoire collective, elle est encore là, et donc les uns et les autres en Algérie en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, se discréditent en lançant les accusations d'être à la solde de l'ancien colonisateur. Sur Michel Alliot-Marie, plus précisément, Nicolas Sarkozy avait semblé choisir de laisser se dérouler les événements. Alors comment expliquer la bourde de Michel Alliot-Marie qui avait proposé l'aide du savoir-faire français à la police tunisienne? Ça prouve une chose, ça prouve que les affaires étrangères en France sont vraiment la prérogative de l'Élysée et non pas du ministre des Affaires étrangères, ce qui est une insuffisance des institutions françaises, et qu'elle n'était pas, je pense que Alliot-Marie n'était pas au courant des positions réelles de l'Élysée sur la question tunisienne. C'est incroyable que le ministre des Affaires étrangères ne soit pas au courant d'une question comme celle-ci. Il faut poser la question à Sarkozy, qui est le vrai ministre des Affaires étrangères français. Est-ce que vous pensez que ces différents problèmes auront des influences sur les relations diplomatiques futures entre la Tunisie et la France? Non, parce que finalement, il faut le dire, il faut souligner, le plus important, c'est que la France a laissé tomber Ben Ali. Si la France avait soutenu Ben Ali serait encore là. Vous pensez que la France avait la possibilité de soutenir Ben Ali plus en envoyant des troupes comme le proposait Non. Si par exemple Ben Ali était autorisé par la France et les États-Unis de tirer sur la foule, et s'il y avait eu 1000 morts, les Tunisiens seraient rentrés chez eux et Ben Ali serait encore au pouvoir. Et vous pensez que Ben Ali a demandé l'autorisation? Non, ils lui ont signifié que s'il y a un certain nombre de morts, s'il y a 1 millier de morts, il le lâcherait. Et donc il a été lâché en fait. Non, mais il faut comprendre que c'est parce que. Alors ce que vous disiez tout à l'heure est vrai. Alors les relations avec les anciennes colonies perdurent alors. Les relations continuent bien sûr, c'est très important. Pour le Maghreb, la France c'est très important. Pour la France, le Maghreb c'est très important. Mais ce qui est particulier, c'est que la France ne peut pas, la France officielle ne peut pas s'exprimer publiquement pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre parti sans être accusé d'ingérence, etc., etc. Ce que je dis, c'est que les relations entre la France et l'Afrique du Nord sont particulières parce qu'elles sont chargées d'histoire. Clément. Et on pense souvent au pétrole quand on aborde le thème des relations internationales dans cette région, mais est-ce que le plus grand point d'interrogation n'est pas plutôt le cas d'Israël? Benyamin Netanyahou a explicitement apporté son soutien à Moubarak, qui était l'un des seuls alliés dans la région. Alors maintenant qu'il a quitté le pouvoir, que va-t-il advenir du processus de paix? Et Moi, je pense, ça c'est une excellente question que d'ailleurs occulte tous les médias. Moi, je pense que la démocratisation des pays arabes va relancer le processus de paix. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens est bloqué du fait d'un rapport de force trop favorable aux extrémistes israéliens, à la droite israélienne. Mais si jamais maintenant l'Égypte, la Libye, l'Algérie, et bientôt, j'allais dire la Tunisie et bientôt l'Algérie vont soutenir de manière plus déterminante les Palestiniens, le rapport de force changera et les Israéliens accepteront de négocier sur une base réaliste l'existence d'un État palestinien. Ce que je veux dire par là, c'est que les Israéliens veulent plus parce que le rapport de force leur est trop favorable. Parce que vous voulez dire que le monde arabe ne soutient pas assez les Palestiniens? L'Égypte est un pays de 80 millions d'habitants. Oui. Si jamais l'Égypte rend les relations diplomatiques avec Israël, eh bien vous, Européens, vous allez devoir payer un peu plus d'impôts pour soutenir un accroissement des dépenses militaires israéliennes. Ça paraît difficile de payer encore un peu plus d'impôts. Vous paierez plus d'impôts parce que Israël vous imposera à vos gouvernements. Et sur la question israélienne, justement, vous aviez écrit en 2009 une lettre ouverte à Martine Aubry après une, selon vous, trop faible réaction aux attaques israéliennes envers la bande de Gaza. Et aujourd'hui, les réactions du PS n'ont-elles pas été aussi, au moins au début envers la Tunisie, très flottantes?
Oui, très flottante parce que c'était le début et vous avez les hommes politiques qui sont à gauche de droite, ils sont plus ou moins opportunistes, ils savaient pas où le mouvement, vers où le balancier allait pencher. Et donc, ils étaient surtout que beaucoup de dirigeants du PS sont nés en Tunisie et avaient des relations assez, disons, chaleureuses avec le régime de Ben Ali. Mais pour revenir à la lettre que j'avais écrite à Martine Aubry, j'étais scandalisé par le fait que le Parti socialiste n'avait pas réagi ou a réagi mollement alors que Israël avait assassiné 1000 personnes, 1000 civils. C'est incroyable. C'est incroyable que l'Occident ne réagissait pas. Ça m'a fait hurler. Droit de citer sur Lyon Première, dernière partie. Nous sommes toujours en compagnie de Loa Rouari Hadi, qui est professeur à l'IEP de Lyon et qui est spécialiste du Maghreb. Première question par Hadi. Alors, la Tunisie, l'Égypte sont tombés. Et aujourd'hui, c'est la Libye, Bahreïn, le Yémen qui sont en ébullition. Avec une petite variante, c'est notamment la répression beaucoup plus violente et beaucoup plus forte, et donc le nombre de victimes qui augmente. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un quelconque effet sur le mouvement qui semble se propager? Est-ce que la violence peut stopper l'élan démocratique? Vous voulez dire en Libye ou partout dans le monde arabe? Je pense notamment en Libye et à Bahreïn. Moi, je pense que ces régimes sont en train de tomber l'un après l'autre, parce que dans les conditions internationales d'aujourd'hui et le développement des technologies ne leur permettent plus de réprimer comme par le passé. Et il faut savoir que ces régimes ne tiennent que par la torture et par la répression des manifestations. Mais ça, ils peuvent toujours le faire. Non, non. Ils ne peuvent plus le faire. Maintenant, Amnesty International, Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme ont un certain impact sur l'opinion publique occidentale et les opinions publiques nationales. Et puis les télévisions satellitaires, France 24, CNN, Al Jazeera, Al Arabiya, etc. Tout ça, c'est diffusé et reçu par les foyers, par tous les foyers? Par tous les foyers, surtout, partout, dans les villages reculés. Il faut savoir que il y a 10 ans, ces régimes autoritaires refoulaient des journalistes qui venaient avec des caméras. Aujourd'hui, ils peuvent toujours le faire, mais il y a des milliers de gens qui ont des téléphones portables et qui filment. Et donc vous avez, lorsque il y a 25 morts, 3 minutes après, le film de cet assassinat passe sur Al Jazeera ou sur l'Arabia ou sur CNN. Et donc c'est pour ça qu'ils sont en train de tomber. Et pourtant, ils ne peuvent plus tuer à huis clos. Et pourtant, ce week-end, on a eu encore 250 morts en Libye. Oui, non, mais c'est une dictature sanguinaire et elle va tomber, mais après 4000 ou 5000 morts. Et ça, c'est regrettable. Mais il faut dire que Kadhafi aussi, c'est pas un dirigeant normal. C'est un psychopathe, c'est un fou, quoi. C'est un fou. Et vous pensez qu'il va falloir qu'il y ait une intervention des forces occidentales? Non, il n'y aura pas d'intervention. Moi, je pense qu'il sera assassiné par des militaires à lui, puisqu'il y a beaucoup de militaires qui sont en train de déserter. Il y a déjà 2 aviateurs qui ont atterri à Malte, qui n'ont pas voulu tirer sur les civils. On peut imaginer qu'il y ait un aviateur qui bombarde le palais où habite Kadhafi. D'une façon générale, dans le livre que vous avez écrit, L'Algérie, la démocratie, vous mettez vraiment en avant le rôle de l'armée dans ce pays-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Algérie, le rôle de l'armée est particulier au monde arabe, ou est-ce que dans tous les pays du monde arabe, l'armée a un rôle considérable politique en tirant les ficelles? Alors, ces régimes sont nés soit de la volonté de se soustraire de la domination coloniale, soit de coups d'État menés par des militaires. Et ces militaires ont joué un rôle très important parce que dans les années 50 et 60, parce qu'ils ont exprimé les aspirations nationalistes de la population. Et donc ils ont créé des régimes qui étaient à l'époque, il faut le signaler, dans les années 50 et 60, populaires. Nasser était populaire, Bourguiba était populaire, Boumediene était populaire, et bien que leur système, c'était des systèmes de parti unique. Et dans les années 70, ces régimes ont atteint leurs limites. Ils ont atteint leurs limites, l'unité nationale était irréversible, l'administration centrale a été créée, ils se sont par la suite corrompus et ils se sont coupés de la population. Et donc les militaires, on peut dire les militaires, c'est la seule force organisée ou la seule force politique importante dans la région, et ils doivent savoir maintenant passer la main à des partis politiques.
Et vous pensez qu'ils vont en être capables? Je pense notamment à l'Égypte où maintenant on sait que c'est l'armée qui a le pouvoir pour l'instant pour faire la transition. Est-ce que vous pensez qu'ils vont pas se réimposer au nom d'une modernité comme finalement des régimes autoritaires comme ils ont pu le faire au milieu du siècle? Alors, il faut juste partir de constatations et après les constatations, faire peut-être des analyses. La première constatation à faire, et ça c'est, on peut pas le nier, ni en Tunisie, ni en Égypte, l'armée n'a tiré sur la foule et n'a accepté les ordres de Ben Ali ou de Moubarak. Maintenant, quelle est la stratégie de l'armée? La stratégie de l'armée, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, c'est d'ouvrir un tant soit peu le champ politique pour permettre de recycler le personnel dirigeant qui a été sous Moubarak ou sous Ben Ali, sans qu'il y ait trop de procès, sans qu'il y ait... Même si on donne quelques noms en pâture à la justice, quelques ministres qui sont connus pour leur corruption, etc. Mais ce qu'ils veulent, c'est recycler le régime en l'ouvrant plus ou moins, et le degré d'ouverture dépendra du rapport de force avec la société. Est-ce que un effet aussi dont on ne parle pas assez, c'est l'aspect démographique? Est-ce que dans ces pays-là, il y a une pyramide des âges incroyable où la population des 18-30 ans était incroyablement importante par rapport aux couches au-dessus ou même aux couches en dessous, puisque aujourd'hui les femmes du Maghreb font moins d'enfants? Bon, c'est vrai qu'il y a une diminution de la croissance démographique, du taux de croissance démographique, mais ça ne veut pas dire que le nombre de la population est en train de diminuer. La croissance est en train de diminuer. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre entre les couches? Il y a un grand déséquilibre entre les couches. Il y a évidemment beaucoup de jeunes. Non, mais il y a quelque chose de plus important. Il faut savoir que on est plus jeune à 30 ans. Bon, mais on est un adulte à 30 ans. Mais les adultes qui ont 30 ans en Égypte n'ont connu qu'un seul président, Moubarak. Et les gens qui ont 42 ans en Libye n'ont connu qu'un président, Kadhafi. Et donc il y a une soif de renouvellement de l'élite dirigeante. C'est des gens qui n'ont connu qu'un seul dirigeant, alors que en France, vous vous rendez compte, Kadhafi a rencontré peut-être une vingtaine ou une dizaine de présidents américains. Donc vous voulez dire que les populations du Maghreb ont envie de voir les épisodes suivants? Bien sûr, ils ont envie aussi parce que la culture politique des jeunes est forcément supérieure ou plus exigeante que celle de leurs parents, et ils veulent voir l'alternance démocratique, l'alternance électorale. L'alternance électorale, même si la démocratie ne se réduit pas à l'alternance électorale, ils veulent l'alternance électorale. Lawari a dit merci beaucoup de nous avoir expliqué les épisodes précédents. Nous aussi, nous avons hâte de voir les épisodes qui suivent et comment va se dérouler la suite des événements. Mais pour l'instant, Droit de cité, c'est terminé. On se retrouve la